20h sur la télévision Futur Média, un plaisir de vous retrouver à la présentation de cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Mouvement d'humeur à l'hôpital Albert Royer de Fannes. Nombreux sont les patients privés de soins ce mercredi. Une partie du personnel sanitaire exige paiement des primes et recrutement des vacataires. La direction, stupéfaite par ces agissements, apporte sa version des faits. À Matam, une pénurie d'engrais est en passe d'hypothéquer la moisson des riziculteurs. La provision d'intrants disponible est bien en deçà de l'attente des paysans qui interpellent leur ministre de tutelle. Vous les entendrez au cours de cette édition. Une armée africaine pour combattre l'extrémisme dans le Sahel, c'est la conviction d'Alioune Tine, directeur d'Africadium Center. Il est rejoint par le leader du Timbuktu Institute qui lui emboîte le pas dans le cadre des défis sécuritaires qui interpellent le Sénégal. Pour le professeur Bakary Samb, notre pays doit être dans un état de veille permanente. Et puis, bonne entame de la tanière sur les parquets du Kigali Arena. 93 points marqués contre 55 pour l'Ouganda. En direct, nos envoyés spéciaux Mamfatundo et Massayer Ndiaye pour nous faire vivre les moments forts du match. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec cette grogne au sein de l'hôpital Albert Royer de Fannes. La gestion de l'établissement est remise en cause par certains travailleurs qui réclament que les questions relatives au salaire, au paiement des primes ou encore au recrutement des vacataires soient définitivement réglées. La direction de l'hôpital, elle, se dit surprise par ces allégations et apporte sa version des faits dans ce reportage signé Marcel Farba-Maroun. C'est devant la porte principale de l'hôpital d'enfants Albert Royer que certains travailleurs ont choisi de tenir un sit-in ce mercredi. Plusieurs points de revendication sont émis. Le premier est d'abord d'ordre financier. Parmi ces questions, vous avez la question de la revalorisation salariale, la question de la revalorisation des primes de motivation. Lorsque vous parlez de primes de motivation, vous incitez les gens à faire de la production. Lorsque ces gens-là produisent, ces travailleurs-là produisent de la richesse, il y a une part qui est octroyée aux travailleurs. Et c'est en ce sens-là que nous réclamons ces parts. Autre point de revendication de ces travailleurs, la question du recrutement des vacataires qui sont au nombre de 195. Nous leur avions proposé l'intégration des secrétaires généraux pour venir participer aux commissions de recrutement et faire des propositions. Ils ont refusé alors que nous avions la meilleure proposition. Nous leur avions dit à l'époque, stoppez le recrutement des vacataires, absorbez les vacataires annuellement, un lot raisonnable, et au bout de quelques années, vous les absorbez définitivement. Des travailleurs qui sont là depuis des années, c'est des jeunes, ils ont grandi dans l'hôpital avec un salaire minable de 70 000. Vous payez l'eau, vous payez l'électricité, vous entretenez votre femme et votre maman, c'est difficile. Principale concernée par ces accusations, la directrice de l'hôpital a tenu à apporter des précisions. Cette sortie des partenaires sociaux m'a surpris parce que, figurez-vous, le 10, le 11 et le 12 août passé, nous nous sommes réunis ici, à la direction, pour discuter des points de revendication syndicale. En plus des points qu'ils ont évoqués, moi-même, j'ai ajouté d'autres points parce que j'ai considéré qu'il n'y a pas de tabou à l'hôpital. Durant ces 3 jours, les médicaux et aussi les associations syndicales étaient présents, mais j'avais invité également le président du conseil d'administration. Pour l'heure, ces travailleurs prévoient un rassemblement similaire dès demain jeudi à partir de 8h. Et poursuivent-ils, si les réponses ne sont pas apportées, ils n'hésiteront pas à déclencher un mouvement de grève. Autre mouvement d'humeur, celui de l'UNAPAS, l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal, qui menace de croiser le fer avec l'État si rien n'est fait pour enrayer les nombreux maux qui plombent le secteur. Nous écoutons Abdoulaye Ndiaye, il est porte-parole du jour. Il est au micro de Nongoka et Asmalik Diop. Nous continuons à subir des pertes en vies humaines dans nos frontières et nous demandons à l'État de prévenir la sécurité de nos compatriotes. Et demandons à nos autorités, sur des bases logiques, de veiller à ce que la brèche de Saint-Louis soit rénovée, comme précédemment annoncé. 480 de nôtres ont péri sur cette brèche. Nous sommes plus de 2 millions d'adhérents à la pêche artisanale au Sénégal, plus de 50 000 au niveau de la Mauritanie et plus de 12 000 au niveau de la Guinée-Bissau. Nous,
pêcheurs artisanaux, nous soulevons dans les jours à venir ou la semaine à venir, c'est parce que nos réclamations ont été vaines. Nous vous exhortons à planifier et à organiser les états généraux de la pêche pour mettre en exergue les difficultés que vivent notre communauté de pêcheurs. Aar sa bopp, aar sunu askan, aar sunu gox, sunu géej, sunu moomeel. Parlons à présent de la commune de Ngor. Dans le lot des nombreuses zones en proie aux inondations, plusieurs artères de la localité sont impraticables. Les populations sur place se sentent oubliées à cause des difficultés qu'elles endurent au quotidien. Mais le maire tente de rassurer. Il annonce pour bientôt le pavage des voies détériorées. Fatou Bintou Conté, Tierno Laurent Mendy pour les détails. Nous sommes à Ngor, dans cette partie de la commune appelée Ponty. Les maisons sont envahies par les eaux pluviales. Durant cette période, c'est très difficile de s'effrayer un chemin par ici. Je travaille dans cet atelier et j'habite juste à côté, mais c'est dur de traverser cette zone. Ça pleut, nous sommes fatigués. L'eau arrive jusque dans nos maisons. On passe toute la journée à vouloir évacuer ces eaux. Avec ce décor, l'on peut aisément dire qu'après la pluie, c'est le sale temps ici, à Ngor. Là, le passage de l'eau de pluie qui s'est déversé dans la localité pour aller se déverser dans le canal. Nous sommes inondés. L'eau entre jusque dans nos commerces, causant pas mal de dégâts. Les véhicules aussi passent par ici. Regardez maintenant la couleur de l'eau et son odeur nauséabonde. Une situation qui indispose les populations qui considèrent que le maire n'accorde aucune importance à cette partie de la localité. Nous avons l'impression que cette zone ne fait pas partie de Ngor. On a pavé l'autre côté de la mairie, mais ici ce n'est pas le cas. On se demande si vraiment nous faisons partie de cette localité. Nous demandons juste que le pavage arrive jusqu'ici, comme ce fut le cas de l'autre côté de la localité. Pourtant, ce dernier dégage en touche et explique que les habitants sont allés trop vite en besogne, mais cette partie sera pavée dans 2 mois. Nous avons donné des motopompes dans tout le secteur là-bas, pour qu'au moins qu'on puisse pallier à la situation actuelle. Mais ce qui est constant, c'est que l'État, à travers le président de la République, à travers le FERA, nous a octroyé un financement de 650 millions qui ne serviront uniquement à paver la zone dont il parle, et avec les canalisations, des évacuations d'eau et jusqu'aux Almadies. Donc, je ne pense pas qu'il soit oublié. Une ruelle très fréquentée, Ponty, comme on l'appelle, devient impraticable durant la saison des pluies. Allez, nous quittons Ngor pour Mbatam. Les riziculteurs peinent à trouver l'engrais indispensable à la floraison de leur plantation. Sur un besoin de 2000 tonnes d'urée, la région n'en a reçu que 100. Une première dans l'histoire de la vallée du fleuve, selon les paysans qui réclament la visite urgente du ministre de l'Agriculture, Ali Bandagnon. C'est une situation inédite que traverse la riziculture dans la région de Matam. Non seulement les emblavures ont chuté en termes de superficie, il y a qu'aujourd'hui les paysans peinent à disposer des engrais indispensables à la riziculture. Sur des besoins estimés à 2000 tonnes, la région n'en a trouvé que 100. Au moment où les semis et les repiquages sont presque terminés, les agriculteurs de Matam vivent une inquiétude sans précédent. Bon, maintenant, nous, ce qu'on craint, c'est ce que nous avons peur exactement. Les gens sont partis en campagne sans engrais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de développement au niveau des plantes. S'il n'y a pas de développement au niveau des plantes, il n'y aura pas de bon rendement. Et s'il n'y a pas de bon rendement, il n'y aura pas de... Les gens là auront des problèmes pour rembourser leurs dettes. Donc ça veut dire que s'ils ne remboursent pas leurs dettes aussi, la campagne prochaine, la CNCS ne va pas donner de crédit. Donc il faut absolument prendre des dispositions au niveau de l'État, d'envoyer de l'engrais au niveau de Matam le plus rapidement possible, sinon c'est la catastrophe. Parce que bon, on n'a jamais eu cette situation, c'est la première fois qu'on a cette situation au niveau de Matam. Les riziculteurs qui dénoncent la discrimination en faveur des paysans du bassin arachidier, zone vers laquelle toute la quantité d'engrais disponible dans le pays a été virée. Eux qui exigent la venue du ministre de l'Agriculture pour s'enquérir de leur situation.
On ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'il y a la terre, on peut voir qu'il y a assez d'eau, on peut que le climat soit favorable, mais qu'il y ait des problèmes d'intrants, qu'il y ait des problèmes de tracteurs, qu'il y ait des problèmes de financement, qu'il y ait des problèmes de disponibilité des produits agricoles. On ne peut pas le comprendre. Au ministre de l'Agriculture, on lui dit de venir en Matam, de tenir des états généraux de l'agriculture. C'est fondamental. Il doit faire des tours au niveau des périmètres, voir le problème qui s'y pose. Parce que le problème qui est là, il est pendant, et également il continue. On continue de s'ouvrir par rapport à ces problèmes d'aménagement, par rapport à ces problèmes de disponibilité d'engrais, par rapport à la disponibilité de l'engrais, entre autres. Par rapport à l'octroi des crédits. Selon nos recoupements, à l'origine de l'absence de ces engrais indispensables au développement des plantations, le changement de fournisseur de dernière minute qui est venu perturber le processus de mise en place. Retour à Dakar, un fait assez inhabituel pour ne pas passer inaperçu s'est déroulé ce matin à l'aube dans le quartier des Mamelles. Une quinzaine de jeunes ont fait irruption dans la cité Maliksi, juste en face du monument de la Renaissance. Pour y faire quoi? Eh bien, gros point d'interrogation. Toujours est-il que les habitants sont quand même parvenus à mettre la main sur un des jeunes. N'empêche, entre-temps, l'inquiétude a gagné la cité. Aminata Mbaresso et Ababakar Kamara sont retournés sur les lieux pour nous. Reportage. La cité El Hadj Malick Sy des Mamelles, réveillée par un groupe de jeunes présumés malfaiteurs. Doudou Ndiaye, témoin des faits, relate. Juste après la prière de ce matin, j'étais en train de rentrer chez moi et les autres, ils sont en train de faire leur wasifa. Avant que j'arrive chez moi, il y a une 10 à 15 de jeunes qui avaient porté des sacs. Je ne sais pas qu'est-ce qui est dans les sacs. Moi, je dis, comme je suis responsable dans ce quartier et je suis un vieux, donc je rentre dans ma maison, je vois ce qui se passe. Et je me suis rentré dans ma maison, j'ai regardé les fenêtres et je les ai vus arrêtés à côté de ma voiture. Donc je les ai dit, dégagez. Il y en a certains qui sont partis, mais les autres, ils se sont arrêtés, ils ont fait demi-tour et ils ont rentré dans une maison qui s'appelle Farba. C'est un gardien, il travaille le soir. Avant que je retourne chez moi, avant que je retourne pour venir chez Farba, ils se sont pris la fuite. Alertés, les habitants ont pu mettre la main sur un des jeunes présumés voleurs. Quelqu'un qui était resté dans l'intérieur de la maison. Lorsqu'il était resté dans la maison, je l'ai vu avec un sac blanc, avec un bidon jaune. Et des clés. Clés 13. 2 clés, je les ai données à la gendarmerie. Des cas de vol devenus de plus en plus fréquents. En 24 heures, 2 cas sont signalés. Nous sommes confrontés à des vols, à plusieurs catégories de vols. À 15 heures, il y a eu des vols aussi. Ah bon? C'est très fréquent ici. Les habitants du quartier El Hadj Malick Sy des Mamelles s'organisent en interne pour faire face à la furie des malfaiteurs. Cela en dépit des patrouilles que mène la gendarmerie de Ouakam. Sécurité, toujours mettre en place une armée africaine pour mieux faire face à l'extrémisme violent au Sahel. Une des recommandations d'Africadium Center, le think tank en partenariat avec la fondation Konrad Adenauer, a présenté son rapport sur la revue sécuritaire au Sahel. 19 recommandations sont formulées dans le document pour apporter des solutions définitives contre l'extrémisme en Afrique. Compte rendu de la rencontre avec Gervais Yao et Cher Diop. C'est un rapport de 28 pages qui met à nu l'échec des stratégies sécuritaires au Sahel pour lutter contre le terrorisme. Les auteurs de ce document sont catégoriques. L'Afrique doit cesser de sous-traiter sa sécurité si elle veut gagner cette guerre asymétrique. Pratiquement, on a dit qu'on a 19 stratégies sécuritaires. Mais aucune de ces stratégies sécuritaires n'est africaine. Et aucune de ces stratégies sécuritaires n'a aussi réussi. Donc nous avons besoin d'un renversement et effectivement d'une alternative. Des réformes qui s'imposent selon Africadium Center, elles doivent commencer par les armées africaines. Il faut absolument repenser les armées africaines de façon globale pour mettre en place une armée africaine capable de faire face à l'extrémisme violent. Et ça, au regard de ce qui s'est passé en Afghanistan et de ce qui se passe au Sahel aujourd'hui, quand vous prenez l'initiative d'une loi concernant le terrorisme, il faut que le débat soit large, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit les gouvernements, qu'ils soient mieux à l'écoute
des chercheurs et des organisations qui travaillent sur la question de l'extrémisme violent et sur les questions de sécurité, sur les questions de droits humains en Afrique. Le Sénégal n'étant pas membre du G5 Sahel, Alioune Tine invite le président Macky Sall à prendre le leadership, lui qui va présider l'Union africaine au début de l'année prochaine. Les réponses, elles doivent être des réponses régionales. Et ces réponses régionales, nous avons besoin que le Sénégal, que le président Macky Sall prenne l'initiative, effectivement, et que le Sénégal prenne le leadership pour qu'on puisse avoir des réponses régionales, qui soient des réponses africaines. Ça, c'est extrêmement important qu'on ait des réponses africaines, des stratégies africaines. Et c'est ce vide-là qui menace pratiquement tous les États de l'Afrique de l'Ouest. Ce rapport a été rédigé en marge du forum régional de la revue sécuritaire au Sahel en novembre 2020 à Dakar. Il a pour thème État de droit, extrémisme au Sahel. Africa Jom Center et ses partenaires proposent 19 recommandations pour vaincre le mal. Je vous l'annoncer en titre, le professeur Bakary Samb emboîte le pas à Alioune Tine dans le cadre des défis sécuritaires qui interpellent l'Afrique. Selon le directeur du Timbuktu Institute, la situation qui prévaut au Sahel doit effectivement alerter le Sénégal, d'autant que notre pays a récemment été éprouvé par des crises politiques mais aussi économiques. Nous écoutons le professeur Bakary Samb, toujours au micro de Cheikh Diop. Pour un pays comme le Sénégal, je pense qu'il faudrait qu'on sorte aussi de notre optimisme béat et savoir que quand même notre pays n'est pas en dehors du Sahel, n'est pas en dehors de cette zone. Nous avons aujourd'hui des problèmes quand même aujourd'hui qui font réfléchir sur ce qu'on appelle l'exception. Nous avons une pression et une crise politique assez visible depuis les événements de mars en s'acheminant vers 3 élections. Nous avons une crise économique forte aujourd'hui avec l'absence de perspectives pour les jeunes sur le plan économique et des menaces à notre frontière. La combinaison de ces 3 pressions n'est pas quelque chose de rassurant pour un État et que, quel que soit le degré de stabilité, quelle que soit l'expérience démocratique que l'on connaît, il est temps qu'on réévalue les instruments et qu'on prenne ces mesures, qu'on prenne ces menaces-là à leur juste mesure. Le décès d'Hissène Habré, ancien homme fort du Tchad, n'entravera en rien le paiement des indemnités au collectif des victimes de son régime. C'est la conviction de l'avocat commis par le collectif. Selon Maître Papsen, le combat continue pour que les victimes soient prises en compte par le Fonds fiduciaire de l'Union africaine. Maître Papsen, que voici avec Mamadou Fall. Le décès de Hissène Habré ne peut pas constituer un obstacle juridique pour que ces victimes puissent donc être indemnisées. Il faut rappeler qu'au moment de la création des chambres extraordinaires africaines par l'Union africaine, il a également été prévu de mettre en place un fonds fiduciaire d'indemnisation des victimes. Et ce fonds devait permettre un peu de désintéresser les victimes à l'issue de ce procès. Donc je dis, même si Hissène Habré n'était pas décédé, l'Union africaine doit prendre en fait toutes les dispositions utiles pour que ce fonds fiduciaire d'indemnisation soit mis en place pour indemniser les victimes. Donc même après le décès aussi, d'un point de vue juridique, cela ne devrait pas être un obstacle juridique. Et je rappelle même qu'en droit commun, c'est-à-dire en dehors du cas Habré, qui est un cas particulier, mais en droit commun, dans notre droit positif sénégalais, lorsqu'une personne est condamnée par la justice pour payer des dommages et intérêts à des particuliers, ce décès ne peut pas être un obstacle pour ne pas payer donc ces dommages et intérêts. Nous retrouvons le fondateur d'Africa Jom Center, Alioune Tine, que vous avez vu tantôt dans cette édition. Il s'est exprimé sur l'inhumation polémique d'Hissène Habré, source de divergence donc entre les membres de sa famille. Eh bien, selon l'expert, c'est une question privée qui doit se régler en famille. Nous l'écoutons. Maintenant, je pense que l'enjeu, c'est où enterrer Hissène Habré. Et il me semble que c'est la voix de la famille qui doit être la voix prépondérante. Donc ce que la famille de Hissène Habré
a décidé pour l'enterrement, je pense que c'est ce que le Sénégal doit respecter en tant qu'État. Et c'est officiel, sachez que la famille de feu, Hissène Habré, a tranché ce débat. Il reposera en terre sénégalaise. Sa levée du corps est prévue ce jeudi 26 août à 14h au niveau de la mosquée omarienne et sera suivi de son enterrement au cimetière musulman de Yoff. À la une de l'actualité judiciaire, ces nombreuses attaques à l'encontre du Conseil constitutionnel et des juges qui y siègent, pour le patron de l'institution, il s'agit là de critiques subjectives basées sur des ambitions personnelles et sur des intérêts particuliers. Pape Ousmane Sarro invite les sages à se départir de ces accusations illégitimes et d'assumer pleinement leur mission de gardien de la Constitution. Voici Pape Ousmane Sarro avec nos confrères de la RTS. Les débats que susciteront vos décisions seront rarement bienveillants. Mais cela n'est propre ni à notre époque, ni à notre société. Ce qui est nouveau en revanche, c'est l'ampleur et le caractère systématique, voire méthodique, des attaques qui, transcendant les décisions de justice, ciblent la juridiction, l'institution judiciaire ou la personne du juge et finissent par atteindre le citoyen inéluctablement. Ce qui est nouveau, c'est cette tendance de plus en plus marquée à subtiliser l'office du juge en jugeant avant lui ou à lire, à interpréter et à interpréter ses décisions, non pas à la lumière du droit, mais à travers le prisme des passions et des préjugés, des ambitions personnelles et des intérêts particuliers. Vous l'avez compris, c'est dans le tumulte des passions, mais en étant parfaitement lucide de toutes les causes potentielles de dépendance qui vont vous assaillir de partout, que vous devrez, Madame, Messieurs, assumant votre mission de gardien impassible et stoïque de la Constitution, sans élever la voix, continuez à vous faire entendre. Et le président du Conseil constitutionnel que vous venez de voir à l'instant s'exprimer à l'occasion de la prestation de serment de 3 nouveaux sages nommés au mois de juillet. Il s'agit de Aminata Lindiaye, magistrat précédemment premier président de la Cour d'appel de Thiès, en sa qualité de membre du Conseil constitutionnel, pour terminer ainsi le mandat de feu Madame Bousso Diao Fall, mais aussi de Mamadou Badjo Camara, ancien premier président de la Cour suprême, et de Youssoufa Diaoumbouch, ancien premier avocat général près la Cour suprême. Une cérémonie qui s'est déroulée dans la sobriété dans un contexte marqué par l'épidémie à Covid. La commune de Bambilor, vitrine du programme 100 000 logements plutôt destinés à accélérer l'offre en habitat social. Sur place, les gros œuvres sont achevées. Les ayants droit pourront bientôt occuper leur toit. Pour ce qui est de la voirie, de l'éclairage, de l'assainissement, la société en charge de la rénovation urbaine se dit optimiste quant à leur effectivité dans les meilleurs délais. Compte rendu de la visite de chantier avec les responsables du projet, c'est avec Abdou Diouf Diagne. Les 200 premières maisons du projet 10 000 logements seront disponibles dans un court délai. Les grosses œuvres sont achevées. Les 200 premières maisons du projet 10 000 logements seront disponibles dans un court délai. Les grosses œuvres sont achevées. Et de petits soucis avec cet élément, nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Allez, sport, avant de clore cette édition, et direction Kigali pour retrouver sur place nos envoyés Mamfatou Ndoye, Massaer Ndiaye. Alors, ça commence bien pour nos lions, Mamfatou. Bonsoir. Sarah, bonsoir.
soir, 93-55, soit 38 points d'écart. Les Lions ont largement battu l'Ouganda pour leur premier match dans cette compétition de l'Afro-Basket. Durant les 5 dernières minutes, d'ailleurs, Boniface Ndong a pu reposer ses cadres et donner du temps de jeu à des jeunes comme Momodou Faye, Boubacar Touré ou encore Pape Moustapha Diop. Il faut dire que le plus important dans un match de basket, c'est le 3e quart-temps. Et c'est là où les Lions ont creusé l'écart. Et ils ont vu d'ailleurs le réveil d'un jeune homme comme Al Gandiaye. Ils ont creusé l'écart, montré beaucoup d'agressivité et donc donné peu de solutions à des Ougandais qui n'arrivaient plus à marquer. Dans ce 3e quart-temps, les Lions ont inscrit 28 points, leur permettant de boucler ce quart-temps 68-40. Il faut dire que les Lions ont dominé de bout en bout ce match, même si dans le premier quart-temps et la première période, ces Lions ont pêché peut-être dans la récupération et dans la prise des rebonds défensifs. Alors les statistiques qu'il faut retenir pour ce match, c'est que Gorgui Sy-Diagne termine meilleur marqueur de la rencontre avec 21 points, 2 rebonds offensifs, 6 rebonds défensifs. Avec 17 points, Branco Badjo a aussi tiré son épingle du jeu, tout comme Ibrahima Faye, très actif dans tous les secteurs, 15 points, 4 rebonds offensifs et 2 rebonds défensifs. Avec cette belle entame, le Sénégal peut envisager avec sérénité son second match. Ce sera contre le Sud-Soudan, vendredi 17h GMT. L'autre info qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, dans cette poule D, le Cameroun devait rencontrer le Sud-Soudan, mais le match n'a pas pu avoir lieu, tout simplement parce qu'il y a eu des cas Covid au sein de l'équipe camerounaise, qui a été donc déclarée perdante devant le Sud-Soudan, 20 points à 0. L'autre info également, c'est la belle mobilisation de la presse sénégalaise, bien habillée, tout comme les Lions, dans leur belle tenue, qui donc a couvert ce match avec emphase et beaucoup d'enthousiasme. Tout comme nous sommes très ravis de partager ces informations avec vous. Massaya Ndiaye, Mame Fatou Ndoye depuis Kigali. À bientôt. Merci beaucoup à Mame Fatou Ndoye que nous retrouverons certainement dans nos prochaines éditions. Nous restons avec ce match, auteur d'un match intéressant avec 15 points marqués. Branco Badjo estime que l'équipe peut et va s'améliorer au fil des matchs. Pour le sélectionneur, ce ne fut pas facile. En plus de l'adversaire, il fallait s'attendre à un coup de fatigue des joueurs à cause de l'altitude, mais il leur a demandé tout de même de jouer. Nous écoutons le sélectionneur Branco Badjo, toujours au micro de nos envoyés spéciaux. Oui, parce que nous savions que l'Ouganda est une équipe petite, donc de taille, qu'ils allaient essayer tous les trucages du monde possible. Tu vois, ils ont joué zone, ils ont joué main, ils ont essayé tout. Donc, parfois, ça peut confondre. Mais bon, l'important, les joueurs ont continué à jouer. Donc, on a continué à pousser. Et puis, surtout en premier mi-temps, il y avait un peu de problème d'adaptation. On n'a pas joué depuis longtemps, il y a l'altitude. Donc on a pu courir et puis on s'est adapté. Je pense que la deuxième mi-temps était meilleure que la première. Moi, le message que je lance à mes joueurs, c'est qu'il faut toujours respecter l'adversaire, quel que soit son nom. Je pense que si on veut être respecté et être rigoureux, c'est important toujours de prendre l'adversaire comme l'ennemi qui peut te battre. Moi, je dis, quand j'étais joueur, je dis aussi à mes joueurs que le mot favori n'existe pas. Voilà, les matchs se gagnent sur le terrain. Donc, les gens peuvent en parler, peuvent en dire, mais quand on rentre dans le terrain, on doit toujours être dans la mentalité, l'équipe qui est devant nous est notre ennemi, tu vois, et les choses viendront tout seules. Je pense que le plus important, c'est de garder la tête calme et toujours de respecter chaque action du match. Et petit rectificatif, ce n'était pas Branco Badjo, mais plutôt Boniface Ndong, sélectionneur national des Lions. Voilà qui met un point final à cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Ne bougez pas, tout de suite, le soir d'info, c'est avec Abdoulaye Der qui reçoit ce soir Rudy Gobert. Vous devinez aisément, on va continuer à parler de basket. Il est défenseur français, il joue en NBA, fraîchement médaillé olympique. Et voilà, pour la suite, restez en compagnie des programmes de la télévision Futur Média. Quant à moi, je vous dis à demain.